Dans les territoires d'outre-mer, des gendarmes, policiers, sapeurs-pompiers et médecins urgentistes opèrent jusqu'aux secteurs les plus isolés. Entraînés pour intervenir en toutes conditions, ces héros du quotidien ont en commun le même objectif: secourir, soigner, protéger. La Martinique, l'île aux fleurs. Avec un littoral de 350 km parsemé d'îlots et de falaises abruptes, mais aussi de montagnes escarpées avec un sommet à plus de 1300 mètres d'altitude, l'île a un relief particulièrement difficile quand il s'agit de venir au secours de la population. Sur l'aéroport de Fort-de-France, nous retrouvons Denis, le pilote de l'hélicoptère Dragon 972 de la sécurité civile. En fait, l'idée, c'est que tout ce qu'on fait en arrivant à la base, c'est d'optimiser notre réaction et notre disponibilité pour être prêt à réagir si on est appelé. Je vais mettre mes affaires de vol dans la machine, le casque, de l'eau fraîche parce qu'ici on n'en a jamais trop. Et puis je vais faire un petit tour de la machine, petite visite pour vérifier que tout est OK avant de partir si on est appelé. On vérifie tous les organes aérodynamiques, on vérifie les niveaux d'huile, on vérifie tous les capotages, vérifier qu'ils sont bien fermés, prêts pour le vol. Il ne faut pas croire qu'on a juste le soleil et les cocotiers. La vie ici, c'est absolument pas ça. Ça, c'est la vision vacances de la Martinique. Mais quand on travaille ici sur un rythme professionnel, à l'instar de ce qu'on fait en métropole, les choses sont totalement différentes et les contraintes sont fortes. Chaud et humide tout le temps, les organismes souffrent beaucoup. Là, maintenant, on attend l'appel pour partir en intervention. Et sur la base de la sécurité civile de Martinique, l'appel tombe rapidement. En moyenne, l'hélicoptère tourne entre 3 à 4 fois par jour. Ok, on se pose directement à la pointe folle, là, ça marche. VSAV marin. Ok, et ben on y va, à tout de suite. On part sur un enfant, a priori, qui peut-être fait un début de noyade dans une piscine. On verra tout à l'heure. Denis sait que l'intervention est grave. Pourtant, il doit garder tout son calme, tout son sang-froid pour ne commettre aucune erreur due à la précipitation. Là, on va intervenir à la pointe Folla, c'est sur la commune du Vauclin. C'est une des villes au sud côte atlantique. Environ 7 à 8 minutes de vol. Si on est déclenché, c'est que le médecin régulateur a estimé qu'il y avait une urgence à nous envoyer et surtout à envoyer l'équipe médicale sur place. C'est le médecin régulateur qui est juge de la gravité et du besoin de déployer Dragon ou pas. L'hélicoptère de la sécurité civile récupère sur le toit du CHU toute l'équipe médicale. Alex est le médecin urgentiste de garde. Les informations ne sont pas très précises, mais elles sont inquiétantes. On a reçu un appel pour un petit de 2 ans qui aurait peut-être convulsé dans une piscine et qui aurait peut-être bu de l'eau également. Donc noyade plus ou moins convulsion. Le rôle de Denis est de transporter le plus rapidement possible l'équipe au plus près de l'intervention. Grâce à lui, le temps de transport qui prendrait 40 minutes en voiture est réduit à moins de 10 minutes avec l'hélico. Un temps précieux qui va peut-être sauver la vie d'un enfant. Ok, j'ai visuel sur le VSAV. Ok, visuel et il y a un pré pour poser juste à côté. Voilà, je pose dans le pré où il y a le gros arbre brun là. On regarde en compte, il n'y a pas de ligne. Oui, ce que je suis en train de faire. Ok. Pour l'arbre. Voilà, l'arbre, je suis en train de le franchir. On y arrive. C'est bon pour toi de poser? Affirme. Ah, ok. C'est bon, c'est stable? Ouais, c'est tout bon. Ok. À peine posé, l'équipe médicale part au secours du jeune garçon. La première partie de la mission de Denis est réussie. Transporté rapidement, mais en sécurité.
Sécurité avant tout, oui. Sécurité pour nous, pour les équipes qu'on transporte évidemment, mais aussi pour les habitants qui habitent à côté, éviter tous les dommages collatéraux. Le tempo est toujours le même. Après, effectivement, on peut être plus ou moins touché par le degré, enfin c'est pas le degré d'urgence, touché par la situation. Si c'est un enfant, c'est vrai qu'on ne peut pas rester insensible, hein. Mais malgré tout, les délais sont les mêmes. Une fois l'appareil sécurisé, Denis va apporter le matériel complémentaire aux secouristes. Il en profite pour repérer le meilleur chemin pour l'évacuation, une fois que la victime sera stabilisée pour le transport. On peut passer facilement là-bas ? Il me semblait que c'était le plus simple ici en fait. Mais bon. En fait, là, il y a moyen de passer là. Denis vient s'informer sur la suite du secours. Il doit anticiper toutes les phases du transport. L'enfant a été pris en charge par l'équipe médicale, ils font leur premier bilan et puis a priori le médecin a déjà décidé de l'évacuer vers la Ménard pour poursuivre les investigations, on va dire. Le jeune garçon est mis sous oxygène par l'équipe du SAMU. Il est encore dans un état semi-conscient. Alexandre doit savoir exactement ce qui s'est passé. À partir du moment où on l'a sorti de l'eau et qu'il s'est Oui, réveillé, ou qu'il s'est mis à pleurer. à peu près 2 minutes. Non, 2 minutes. 2 minutes, ok. En gros, moins de 3 minutes et moins de 1 minute sous l'eau, ça c'est sûr. Hein? D'accord, ok. Le plus simple, ça sera de la faire passer par le petit chemin qui est juste au-dessus là. Elle fait 50 mètres à pied. Ok. En la laissant à pied, elle. Mais on peut rentrer, il y a un endroit où on peut passer? Non, pas avec le véhicule. Pas avec le... Mais avec elle, la maman peut passer? Oui. Nickel. On va faire un petit moment à pied jusqu'à l'hélicoptère, madame, d'accord? Oxygène en premier, petit. Alex passe son bilan au médecin régulateur pour que les urgences de l'hôpital se tiennent prêtes à accueillir la petite victime dès l'atterrissage de C'est l'hélicoptère. vraiment une chute accidentelle dans la piscine avec un petit qui était arrivé. Quand je suis arrivé, donc conscient, en pleurs, un peu épuisé. Donc il s'est calmé à partir du moment où on lui a ajouté de l'oxygène. Donc je pense qu'il était vraiment en train de faiblir, visiblement aux yeux ouverts mais hypotonique, avec beaucoup de mousse et qui sort du nez et de la bouche. Voilà. Je vais le récupérer le bébé de l'autre côté. Tiens, je te laisse ça, madame, je vous laisse passer derrière. L'équipe du Dragon 972 est en concentration maximale. La phase de transport d'une victime est toujours la plus délicate. Il faut que son état soit le plus stable possible pour éviter tout incident en vol. Ok, à toutes, à toutes. Seb, merci. Tiens. Alors, c'est bien, mon gars. Voilà, hop. On va laisser comme ça, on va le garder. Et puis nous, vous le tenez les bras. C'est très bien comme ça. C'est la seule chose dont il a besoin, c'est cet oxygène, d'accord? Alors, madame, vous avez déjà pris l'hélicoptère? Non. Jamais. Ça fait juste du bruit. D'accord? C'est très stable. Ok, il fait un petit peu chaud et on vous met un casque, d'accord? S'il y a quoi que ce soit, vous me regardez, vous nous regardez, vous dites ça va pas, vous dites il y a quoi que ce soit, on peut communiquer, d'accord? On est juste à côté de vous, ok? Ok, c'est bon pour nous hein, derrière. Hein. Ok, super. Ouais. Alex, vous êtes tous bien attachés? Ouais, c'est bon. Ok, c'est bon, on décolle. C'est qu'il a les yeux ouverts. Ouais. L'hélico, ça le berce. Ouais, mais il regarde le spectacle en plus, donc C'est top. c'est une bonne chose. Il était somnolent, en fait, il arrivait un petit peu au bout des ressources en oxygène. Et le fait de le supplémenter en oxygène, ça l'a vraiment calmé. Et je pense qu'il était vraiment épuisé. Donc là, c'était vital de lui apporter de l'oxygène. Le temps pour la maman de rassurer ses proches par texto sur l'état de son enfant. Et c'est déjà l'arrivée sur le toit de l'hôpital. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. L'auscultation, elle s'est un peu améliorée aussi, madame. Alex et son équipe ont réussi à stabiliser l'enfant pour le transport. C'est maintenant à l'hôpital de prendre le relais sans perdre une minute. Le jeune garçon sortira indemne de sa noyade.
Les équipes de secours de la Martinique viennent de sauver une vie à quelques minutes près. Chaque mission, il y a un enjeu qui est différent. On part sur une détresse, quelqu'un qui est en difficulté, en souffrance. Et là, quand on rentre, la mission est terminée pour nous et effectivement, on a le sentiment du devoir accompli. 161 les couples, décollage. Oui. Pour revenir à l'aéroport du Lamentin, Denis doit survoler Fort-de-France. Un spectacle dont il ne se lasse jamais. Ah oui, c'est un magnifique terrain de jeu. Ah, regarde ça, regarde ce qu'on a devant nous. Ah oui. Regarde à gauche, l'une des plus belles baies du monde, avec du relief autour. C'est magnifique, c'est extraordinaire. L'aéroport est quasiment au niveau de la mer. À peine posé sur le tarmac de la base, l'hélico doit être prêt à repartir immédiatement. Si jamais on est appelé pour une mission un petit peu plus éloignée, en dehors de l'île, en mer ou sur une île voisine, il faut qu'on reconditionne. Donc là, on va refaire le plein avec ce qu'on appelle le plein d'alerte, en fait, qui nous permet de faire à peu près 1h45 de vol. Toujours anticipé? Toujours. Systématiquement, on conditionne la machine pour être le plus réactif possible et avoir une réponse la plus polyvalente possible. À quelques encablures de l'aéroport, les pompiers de Fort-de-France. Le service départemental d'incendie et de secours de la Martinique réalise près de 30 000 interventions par an et ses missions sont parfois très spécifiques à l'île. Aujourd'hui, le GRIMP, le groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux, est en exercice. Il va réaliser une intervention exactement comme dans un cas réel. Donc, suspicion de fracture de la cheville ainsi que du bras droit. OK. On va au niveau de la station thermale d'Absalon où un randonneur a fait une chute de sa hauteur dans un canyon. C'est un canyon qui fait une longueur d'1 kilomètre environ avec une dénivelée de 120 mètres. Ce canyon-là est très prisé des touristes et parce que bon, c'est le sentier pédestre est facile d'accès et accessible par tout le monde. Ça fait partie du développement touristique de la Martinique. Ça a des atouts indéniables pour les touristes en mal d'aventure. Depuis quelques années, avec l'engouement des sports d'aventure, la Martinique a vu son activité de descente de rivière exploser. Mais du coup, le nombre d'accidents aussi. Le GRIMP effectue une vingtaine d'interventions par an. Qui est-ce qui est prêt? Tu es prêt? Tu prends une corde d'équipement de 40 mètres pour reconnaissance au niveau du palier intermédiaire. OK? Tu descends plein pot. Pascal connaît bien les lieux. Il demande à tous ses hommes de s'équiper au plus vite. L'accès est difficile. Donc c'est là où les moyens traditionnels des sapeurs-pompiers sont inadaptés, insuffisants ou dangereux en fonction de l'accès. OK. Réunion de l'équipe. Une première équipe va immédiatement aller au contact de la victime pendant qu'une seconde prépare une tyrolienne pour l'extraire du canyon. Andy, la victime fictive, est située 50 mètres plus bas. Le premier équipier doit tirer un rappel à travers la végétation tropicale et ici elle est particulièrement dense. Andy! Andy! Très vite, la victime est repérée. Salut. Dis-moi, tu as mal où? À la jambe. J'essaie de monter et j'ai glissé. Et voilà. Le monsieur est conscient. Bon là, une petite de fracture au bras droit, à une de ses jambes. Bon, une douleur chiffrée à 7 sur une échelle de jusqu'à 10. Donc bon, ça fait quand même mal. Ok, reçu. Et bien là, voilà, il prépare le matériel, collier cervical, attelle, brancard, de façon à faire une seule descente avec tout le matos, conditionner ce monsieur et l'évacuer une fois pour toutes. Kenyatta, le premier sauveteur, est maintenant rejoint par son chef d'équipe, Jérémy. C'est bon? La victime? Ouais, stabilité, attention, c'est patient, ok? Pour l'évacuer, nous serons donc l'équipe du bas. Ici, il va partir 2 tyroliennes pour que la victime puisse translater de façon oblique et en toute sécurité
jusqu'au poil. Mais voilà, le dispositif est long à mettre en place. Et pendant ce temps-là, il faut conditionner le promeneur pour ne pas aggraver ses fractures potentielles. Malheureusement, la pluie s'invite au rendez-vous, ce qui va précipiter l'intervention, qu'il s'agisse d'un exercice ou non. C'est une intervention particulière puisqu'on est dans un milieu humide, on est dans un milieu complexe, canyoning. Il pleutille, c'est un milieu où il ne faudrait pas trop s'attarder. Parce que dans un canyon, lorsqu'il y a mauvais temps, il peut y avoir des bouchons qui se forment en amont et après rupture de ces bouchons qui sont liés à un amas de branchages et de feuilles, il peut y avoir de façon très rapide et très surprenante une montée des eaux, je dirais peut-être comme en métropole, des avalanches et autres qui surprennent. Tu mets le chien ici, tu es prêt pour le relevage? C'est bon. Ok, attention pour lever. Lève. Serrez les dents, monsieur, serrez les dents, ça va. La victime est pratiquement conditionnée, prête à être remontée. On met en place une couverture de survie pour le réchauffer un petit peu, éviter l'hypothermie également. Reste à fixer la corde d'extraction sur un point bas et à la tendre à travers la végétation. Essayez de dégager ça. Mais avant de faire fonctionner la tyrolienne, il faut faire de la place et dégager ce qui pourrait coincer la civière dans les airs. Attention pour lever, levez. On fait pousser. Allez, on lève la tête. C'est bon pour vous? Traction sur la charge. La tyrolienne est longue d'une centaine de mètres. Pas le droit à l'erreur pour l'équipe du Grimpe. Ok, relâchez. Alors la récupération. Ok. On relâche. Relâchez. Relâche tout. Là, on va récupérer la civière pour l'amener au niveau de la DZ pour qu'elle soit acheminée par l'hélicoptère. Mais dans la barquette, surprise, ce n'est plus Andy le cobaye. C'est un mannequin. Voilà. C'est important de faire comme si c'était un carriel, de manière à habituer les sauveteurs à avoir toute l'attention nécessaire auprès de la victime et à prendre toutes les mesures de sécurité qui s'imposent de manière à ce que le déroulement de la manœuvre se déroule correctement. C'est Ismaël, un pompier volontaire qui va effectuer l'hélitreuillage. Dans le département, les pompiers volontaires représentent les 3/4 des effectifs. Ils sont donc indispensables aux interventions et doivent réaliser comme les professionnels tous les entraînements avec succès. En Martinique, les services de l'État doivent intervenir aussi bien en canyon que dans les eaux territoriales. Port du François, sur la côte atlantique. C'est ici qu'est stationnée l'embarcation des affaires maritimes pendant la période de la pêche à l'oursin blanc. Là, c'est la clôture de la campagne de pêche aux oursins, donc voilà. On ramène le moyen, mais en même temps, on va en profiter pour faire des contrôles de pêche et voir s'il n'y a pas de la pêche illicite sur le littoral. Aujourd'hui, c'est la dernière journée de pêche autorisée sur les 10 jours annuels accordés par les affaires maritimes. Chaque année, les oursins sont ramassés de façon artisanale, à la main. 2 plongeurs maximum par embarcation. C'est l'oursin blanc, c'est le caviar des Antilles, comme ils disent, et c'est un mets qui est très prisé.
la pêche elle est réglementée. Il y a un arrêté donc, qui est pris pour la campagne, un arrêté spécifique. Et les professionnels doivent se conformer à un certain nombre de prescriptions, à la fois pour préserver la ressource, mais également pour pouvoir exercer en toute sécurité. Donc nous sommes là pour veiller justement à ce que ces prescriptions soient respectées. Voilà. Un peu plus loin, déjà le premier bateau à contrôler. Mais l'équipe doit être vigilante, car l'endroit ne présente que très peu de fond. Pour la navigation, il faut vraiment surveiller. C'est assez... parce qu'on peut avoir des hauts fonds, on peut avoir des cailles. Donc il faut faire attention quand on est en approche d'un navire. Puisque la pêche aux oursins se fait généralement effectivement sur les hauts fonds. Quand même. Pour la mission du jour, David est accompagné de Gwenaël et Jean-Luc, son pilote particulièrement expérimenté. Ça fait 20 ans que je suis là. Bon, ici, c'est particulier. Hein. La côte atlantique est comme en pleine de cailloux, pleine de cailles. Ce qu'on appelle les cailles, c'est les hauts fonds. Bonjour. Vous avez l'autorisation pour pêcher les oursins? Oui. Là, bon. On va aussi faire un petit contrôle documentaire pour voir les certificats médicaux des plongeurs. On va vérifier ces documents parce qu'en fait tout le monde n'a pas le droit de plonger comme ça en apnée. Il leur faut un certificat médical prouvant qu'ils peuvent plonger en apnée parce que c'est quand même une pratique qui peut se révéler assez dangereuse. On va contrôler qu'il ait bien tous ses papiers en règle et en plus voir s'il y a les certificats médicaux des plongeurs. Enfin, s'ils ont le droit de plonger. Donc là, il a bien un veilleur à bord. Vous avez deux plongeurs, monsieur? Vous avez deux plongeurs? Du coup, voilà, donc ils sont bien 3. Donc on va continuer à vérifier et surtout on va voir s'il est sur la liste. Chez ce premier pêcheur, la barque est déjà remplie d'oursins. Il y a près de 700 € de marchandises. Le coût de revente des lamelles, une fois extraites de leur coquille, 70 € le kilo. Et voici à quoi ressemble ce qu'on appelle le caviar des Antilles. C'est bon ça? Oui, c'est bon. Là c'est bien mieux. Et l'oursin blanc. C'est l'oursin blanc, on appelle ça le caviar, non, c'est ça? Ouais. La réglementation pour les professionnels est stricte. Seulement 200 bateaux sont habilités à pêcher l'oursin blanc. Et visiblement, cet équipage n'est pas sur la liste. Je vais vous autoriser à garder votre pêche. Par contre, vous allez devoir rentrer immédiatement au port et arrêter la pêche aux oursins. C'est terminé pour ces pêcheurs. L'infraction est relevée. Ils écoperont d'une amende qui peut s'élever jusqu'à 2 500 €, vu la quantité ramassée. Pour ce second bateau, David repère tout de suite que le nombre de plongeurs est supérieur à ce qui est autorisé. Bonjour monsieur, les affaires maritimes. Vous êtes à la pêche aux oursins? Vous avez combien de plongeurs? 2 plongeurs? Est-ce que les marins qui plongent sont enrôlés sur le navire? Ils sont enrôlés? Ah ben ça c'est très bien, ça c'est déjà un bon point. Et donc ces messieurs qui ne plongent pas sont enrôlés également? Je comprends bien monsieur. Et le problème c'est qu'ils n'ont pas le droit d'être sur l'embarcation. On a mis quelqu'un à bord pour aider à enlever les calices. Il faut que vous compreniez ça aussi. Hein? Oui, mais la loi dit qu'il y a le droit qu'à 3 personnes à bord. Madame, excusez-moi de vous dire, une pêche c'est difficile. Nous on est 2 plongeurs là. Là, lui, pour lever les calices, c'est pas évident pour celui qui tient le moteur. Ah oui, bah je sais. Vous comprenez? Et les papiers, je les ai même pas amenés avec moi, j'ai laissé les papiers à terre. Ah bah dans ce cas, non, bah là vous devez rentrer tout de suite, monsieur. Ah bon? Ah non. C'est ça votre loi? Les papiers, je vais vous les amener, mais on va pas les amener en l'air. Surtout que ce genre de papier-là, non, je vous le dis très clairement. Ça m'est déjà arrivé sur le secteur Trinité-Tarentaine de me faire contrôler. Les papiers ils étaient humides, ils m'ont coupé ma pêche l'an dernier. Je ne peux pas me permettre de faire ce genre de truc-là. Les calices sont longs, les oursins, ça pèse. Alors, vous soyez quand même un peu tolérant de tout ça. Alors, là où je suis tolérante, c'est que normalement, je devrais vous demander de rejeter vos oursins à l'eau et de rentrer. Et faire le PV par-dessus. Là, je vous demande juste de rentrer, vous pouvez garder votre pêche. J'espère qu'il y a une compréhension entre nous. C'est surtout ça. Alors, le problème, c'est qu'ils sont sur nombre. Donc, on a dit 3 marins maximum sur l'embarcation. Et là, ils sont 5, dont certainement 2 ou 3 qui ne sont pas enrôlés, donc qui ne sont pas des marins professionnels. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les laisse gardiens de leur pêche, mais on leur demande de retourner. Vous comprenez que la réglementation, vous la trouvez dure ou pas? Alors, on la trouve très dure. Oui, très dure, surtout par rapport aux charges qu'on a à payer.
Maintenant, nous sommes tolérants, nous sommes quand même respectueux sur les zones de pêche qu'on nous demande de travailler. Mais maintenant, moi, je demande en contrepartie que les affaires maritimes et autres organismes soient tolérants pour les pêcheurs. On cesse leur activité, donc on peut comprendre bien entendu que ce ne soit pas agréable pour eux. Et il faut qu'ils sachent. Je pense que c'est important que les marins pêcheurs comprennent qu'il faut qu'ils se mettent en règle au regard de la réglementation. C'est également pour leur bien, à la fois la sécurité et à la fois la ressource. Ils sont 5 à bord, ce n'est pas gérable. Donc si toutes les embarcations avaient 5 marins à bord, la campagne, elle durerait une journée ou 2 jours. Donc la ressource, on doit la préserver, il faut qu'ils le comprennent. L'année dernière, les affaires maritimes ont interpellé des braconniers avec 350 kilos d'oursins. Sans ces contrôles, ce caviar des Antilles disparaîtrait certainement en seulement quelques années. De l'autre côté de l'île, sur la côte Caraïbe, la ville de Saint-Pierre. Aujourd'hui, la brigade nautique de la gendarmerie est en entraînement annuel. Devant. Alex. Pour valider leur spécialité de plongeur, les gendarmes doivent réussir tous les exercices liés à leur mission. Ce matin, l'exercice est digne d'un film de James Bond. L'hélicoptère de la gendarmerie doit récupérer à pleine vitesse un plongeur du bateau pour le déposer sur une zone de secours. Une manœuvre particulièrement délicate. On a quand même différents objets qui peuvent rendre la manip assez dangereuse. Entre le câble de l'hélicoptère et les différents objets qu'on a sur le pont avant. Julien, lui aussi, doit passer ses tests. Il est l'un des premiers à se jeter à l'eau. Début exercice électroyage, on est la sac. On est déployé dans la machine, on est amené à proximité de la victime, treuillé à la descente, et on met la sangle autour de la victime pour qu'elle puisse être treuillée à son tour. Il faut faire attention au câble au moment où on est dans l'eau pour pas qu'il s'enroule autour des différents angles. L'hélico se met à la verticale du bateau à pleine vitesse. Chacun à leur tour, les gendarmes sont récupérés dans l'eau. La concentration est maximale. Il faut éviter à tout prix que le câble s'entoure autour du corps au moment de l'extraction. Sinon, l'accident peut être dramatique. Julien emmène maintenant son équipe un peu plus au sud de Saint-Pierre. Seconde mission de la journée, figer une scène de crime sous l'eau. La plongée va se dérouler autour d'un scénario bien précis d'un VAMA, un vol à main armée. Il y a eu un VAMA à la pharmacie. Donc lors de la garde à vue, il a déclaré s'être débarrassé de l'arme dans le secteur. Et il s'agirait d'un pistolet de couleur noire. Donc la mission, ça va être retrouver, prélever, conditionner et remonter l'arme à feu sur le site de l'Amélie. Tous ensemble, on va faire une recherche en mode filière. Ce genre d'entraînement, c'est vraiment le cœur de notre métier. C'est le genre de mission qu'on effectue régulièrement. C'est tout ce qui est recherche d'indices, d'éléments pouvant intéresser les enquêteurs. Pendant la plongée, chaque gendarme a un rôle bien précis. Moi, j'ai participé à la recherche en filière et si on trouve l'arme, je vais la baliser au moyen du parachute pour
bien la fixer dans l'environnement, qu'on puisse faire des photos depuis le bateau, pour voir où, si jamais l'arme est sous l'eau, pour voir où elle a été laissée par l'individu. Même sous l'eau, les gants sont indispensables, car on peut y laisser des empreintes parasites. Pour bien passer la Seine au peigne fin, les gendarmes progressent en ligne, à 2 mètres maximum les uns des autres. Et au bout d'une quinzaine de minutes, ils tombent enfin sur l'arme recherchée. Première opération, envoyer le ballon pour marquer le lieu depuis la surface. Puis, comme une véritable scène de crime sur la terre ferme, l'endroit est numéroté et figé par des photos. Seulement ensuite, la pièce à conviction est scellée avec la plus grande des précautions, car malgré l'environnement sous-marin, il est encore possible d'y relever des traces ADN. Mission accomplie, il ne reste plus qu'à remonter. Belle manip, tout le monde a bien travaillé. Bon, l'arme a été retrouvée, toutes les manipulations qui devaient être faites dessus ont été effectuées, donc très bien. On effectue exactement les mêmes constatations sous l'eau que sur Terre. Au CHU de Fort-de-France, le personnel du SAMU reçoit un appel toutes les 3 minutes. Je vous appelle parce que j'ai ma fille qui a beaucoup saigné du nez. Là, la douleur persiste, là. Les 5 auxiliaires de régulation traitent tous les appels et les transfèrent au médecin. De la parole. Je passe au médecin, ne raccrochez pas. Aujourd'hui, Emad est de permanence. Il est envoyé sur un cas peu commun. Là, on va à l'aéroport parce qu'on a été alerté pour une personne qui a fait une crise convulsive à bord d'un avion qui vient de métropole. L'avion est sur le point de se poser, mais le trafic est toujours dense à Fort-de-France. Et il faut se frayer un chemin pour intervenir dès que l'avion sera au sol. On accède sur un passage direct sur le tarmac pour aller au pied de l'avion à son atterrissage. Dès leur arrivée, les urgentistes sont escortés par la gendarmerie jusqu'à l'appareil. Bien sûr, ici sur le tarmac, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut qu'on soit guidé par l'agent de police. Nous sommes en zone particulièrement contrôlée. Sur les presque 2 millions de passagers aériens que compte la Martinique chaque année, seule une poignée est victime de malaise en vol. Les cas sont donc rares. Emad les prend très au sérieux, car dans un appareil, le manque de soins peut être fatal. Bonsoir. Monsieur le docteur, quel était notre passager tout le... Ce monsieur, Voilà. il perd anxieux, il s'est stabilisé et il a récidivé peut-être à peu près 1 heure après. Par chance, un médecin était à bord. Il a tout de suite pris le patient en charge dès sa première crise. Bonjour monsieur, comment vous appelez? Vous avez quel âge? 60. Je vais vous examiner pour voir un petit peu ce qui se passe. Valérie est chef de bord et a dû gérer l'incident en plein milieu de l'Atlantique. Ça s'est passé au bout de 3 heures de vol et on a eu la chance d'avoir et un médecin et 2 infirmières.
Donc les infirmières ont pu assister le médecin pour pouvoir proposer les perfusions. Et puis à nous, après d'avoir à gérer le passager pendant tout le long du vol. Même si on a une formation de secouriste, dès qu'on a un médecin qui prend le relais, c'est confortable pour nous. Le patient a tout de suite été allongé dans le couloir de service et a passé tout le vol ainsi. Il a combien d'oxygène? Votre oxygène est mis à combien? Ah, c'est la petite bouteille, d'accord. On est la 3e. La victime a été mise sous oxygène grâce aux bouteilles d'urgence de l'avion. Oxygène, perfusion, le patient a tout de suite été mis hors de danger. Voilà, parce que vous êtes allongé depuis un bon moment. Voilà. Emad, après avoir fait un électrocardiogramme, décide de l'évacuer. Son état est assez rassurant. Il a fait un malaise devant des témoins des hôtesses de l'air. Apparemment, ça n'a pas l'air assez grave. Ça pourrait être un malaise vagal. Donc, on l'envoie aux urgences pour qu'il soit bilanté, exploré et faire un diagnostic définitif. Quand les médecins du SAMU récupèrent une victime, c'est automatiquement direction les urgences. Je sais bien que vous venez voir la famille, donc ça va être vite. Là, vous êtes revenu en vacances, là, c'est ça, monsieur? C'est ça, ouais. Vous habitez où? Métropole, à côté. Et là, vous revenez voir la famille? Ouais. La pauvre mère. Ça fait combien de temps que vous avez quitté la Martinique? Oh, ça fait 43 ans. Et vous revenez tous les ans? Presque. Maintenant, j'ai moins tous les ans parce que là, je suis en retraite maintenant. De tous les ans maintenant, mais avant. Et la retraite, vous voulez pas la passer en Martinique? Non, j'ai ma femme, elle n'a pas fini. Je peux pas. Je peux avoir dit comme ça. Puis après, vous savez comment c'est, avec la femme, les enfants, vous savez, après, c'est compliqué tout ça. Un Antillais sur 4 vit dans l'Hexagone. Ce monsieur en est l'exemple type. Emad, lui, a fait le chemin inverse. Au SAMU de Paris depuis 15 ans, il a décidé d'exercer en Martinique. Ça fait 5 ans que je suis en Martinique. Qu'est-ce que vous avez là? Je connaissais la Martinique et puis je suis d'origine égyptienne, donc je me trouve presque en Égypte, en France. Qu'est-ce qui vous a attiré, c'est ça? Voilà, c'est l'Égypte française, la sympathie des gens, le beau temps, etc. Et en même temps, la qualité du travail de SAMU de Fort-de-France. Ça m'est arrivé, monsieur. Ça va? Emad et son patient sont maintenant arrivés à l'hôpital. Apparemment, tout est sous contrôle et plus rien n'est à craindre pour ce monsieur, malgré un retour au pays plutôt mouvementé. Sur la côte atlantique, à une trentaine de kilomètres de Fort-de-France, la petite ville de la Trinité, avec son centre de secours d'une douzaine de sapeurs-pompiers. Nous retrouvons Pascal, qui revient d'intervention. Martiniquais d'origine, il a toujours voulu rentrer au pays. J'habitais dans la région parisienne. À l'âge de 15 ans, je suis rentré en Martinique avec mes parents. Et depuis 1985, j'habite en Martinique. Je m'y plais. Mon pays, c'est un pays d'origine, donc c'est le pays de mes parents. Donc, ils sont originaires du Lamentin, ma mère est originaire du Gros-Morne. Donc j'ai voulu un peu découvrir ces communes. Et je m'y suis plu tout de suite. Donc, Et donc t'as pas l'accent du coup martiniquais, mais plutôt l'accent de la région parisienne. Marius, t'en penses quoi de mon accent? C'est bon, il s'exprime bien. Est-ce qu'il parle créole ou pas? Oui, il parle le créole. Normalement, c'est sa langue, hein, même s'il est resté 15 ans là-bas. On ne parle pas les créoles. 15 ans, mais il parle le créole. Mais il y a un créole un peu... un peu parisien quand même, oui, parisien. Mais ça va, mais on se comprend quand même. Ça va. De retour à la caserne, il ne va pas attendre longtemps avant de repartir. Difficulté respiratoire et vomissement. Bâtiment B, c'était beau séjour. Mettons-le dans l'appartement par jour. D'accord, entendu. Ok. L'ambulance est appelée pour une détresse respiratoire sur un nourrisson de quelques mois. C'était un code 16 Trinité, départ du VSAV Trinité pour intervention à la cité Beau Séjour. Soit il a une détresse vitale, donc ça peut être de la conscience, donc inconscient, ou respiratoire, neurologique. Le bâtiment B, c'est le bâtiment qui est à droite là. Ouais, celui-là.
Vas-y, tout droit là. C'est bon. Bâtiment B. Allez, on descend par là. Bonsoir madame. Elle régurgite à chaque biberon depuis 24 heures. Depuis 48 heures. Là. Première fois qu'elle fait ça? Oui. Elle est vive en tout cas, on regarde partout, c'est bon signe. On a vérifié sa ventilation pour voir si ses mouvements respiratoires sont normaux et aussi sa circulation pour voir si son cœur bat correctement, si c'est régulier. Pour les enfants, les nourrissons, il faut être très vigilant. C'est plutôt normal. Et je lui ai donné son biberon à 17h. Elle a fait un lavement aussi pour elle. À 17h. À 17h? À 17h. Allô, oui, bonjour. Et elle a déjà été à la selle depuis le lavement? Oui. Plusieurs fois? Une fois? Un biberon, une fois. Le premier diagnostic est rassurant. Le nourrisson n'est pas en danger vital, mais Pascal doit rendre compte au médecin du SAMU. Non, il n'y a pas de température. Oui, docteur. Donc voilà, nous sommes en présence d'une petite fille de 3 mois qui régurgite son biberon depuis hier matin. Et donc elle est éveillée, mais elle a les voies respiratoires légèrement encombrées. Oui, chérie. Non, on n'a pas le... Non. Le médecin du SAMU se montre toutefois inquiet. Il demande à Pascal de transporter immédiatement le bébé à la MFME, la maison de la mère et de l'enfant. D'accord, à la MFME, entendu. Donc, merci, à tout à l'heure. Donc, le SAMU va quand même faire une jonction avec nous, sur la route. Donc, vous allez partir avec nous. Avec mon fils? On n'a pas trop le choix. On n'a pas le choix. Vous avez personne? Vous n'avez pas de famille? Je sais pas si ma maman. Appelez là. Mon mari travaille jusqu'à 23h, c'est mort. La mère de famille est toute seule à la maison et ne peut pas laisser son fils aîné de 2 ans. Elle fait appel à la grand-mère. C'est la raison pour laquelle elle vous a appelé pour garder le dernier petit. Heureusement, elle habite dans le même immeuble. Les pompiers vont confier l'enfant à l'équipe du SAMU, qu'ils vont retrouver sur la route à 30 minutes de là. Je quitte les lieux de l'intervention avec une petite fille de 3 mois accompagnée de sa maman. Comme la petite fille de 3 mois ne s'alimente pas, enfin, elle régurgite tous les biberons, donc il y a un risque de déshydratation. Et par rapport à ce phénomène-là, donc il faut faire quelque chose pour qu'elle puisse à nouveau s'alimenter correctement. VL SAMU, tournez sur votre gauche au rond-point et rejoignez-nous. Dis-moi, il y a une épidémie de bronchiolite? Oui, une épidémie de bronchiolite en ce moment. Ça a du mal. Expliquez-moi alors, qu'est-ce qui lui arrive? À chaque biberon, elle a une diarrhée avec Rassurez-la. hyper chaud. Ouvre un petit peu, non? Alexandre, augmente la clim, s'il te plaît. Augmente la ventilation, ouais. À première vue, la petite fille a une bronchiolite. Et à son âge, les médecins sont très vigilants. D'autant plus qu'elle a des problèmes d'alimentation et donc un risque de déshydratation. Cela peut très vite mettre l'enfant en danger. Il y avait une inquiétude du médecin régulateur sur un bruit particulier qu'elle a entendu à travers le téléphone. C'est juste, du coup, elle a fait une projection sur la gravité potentielle du malade. Voilà, elle est plutôt très rassurante contre la voix, mais on est en pleine épidémie de bronchiolite. C'est un petit bébé, 3 mois, avec un petit poids de naissance, donc a priori un petit peu fragile. Il y a un contexte infectieux récent avec un frère qui était déjà malade. Donc ça justifie qu'on vient de la voir. Il n'y a pas d'inquiétude particulière maintenant qu'on l'a vue. On va la transporter aux urgences pédiatriques du fait qu'elle soit un petit peu fragile. Et je pense qu'elle sortira dans la soirée sans aucun problème. C'est donc en route pour le CHU. La petite fille est mise sous oxygène et déjà, elle donne des signes d'amélioration. On s'occupe bien de moi, hein. On s'est toujours bien occupé de moi. Même pour mes 2 accouchements, ça a été sportif et j'ai bien été entourée. Franchement, je suis bénie.
Quelques minutes plus tard, c'est l'arrivée aux urgences pédiatriques. Le bébé va rapidement être pris en charge et être réhydraté. C'est terminé, donc la petite fille de 3 mois a été prise en charge par l'infirmière d'accueil et d'orientation et accompagnée du médecin SAMU. Donc là, pour nous, la mission est terminée et on va regagner le centre de secours. Tout est bien, qui finit bien, impeccable. Au sud de l'île, la ville du Marin. C'est le principal port de plaisance de la Martinique. Sa baie est particulièrement bien abritée. C'est ici qu'est basée la brigade nautique de la gendarmerie nationale. Nous retrouvons Julien, son responsable adjoint. Ce matin, on va partir sur une surveillance maritime. Donc en fait, le but, c'est d'aller contrôler des plaisanciers sur la matinée. Direction la baie de Fort-de-France. Julien a reçu un signalement peu commun sur lequel il doit enquêter. Là, on va faire une petite recherche pour le compte d'une brigade de Lille. Il y a un bateau qui aurait été volé et qui serait peut-être dans le secteur. Donc là, on vient faire un tour, voir un petit peu si on le repère ou pas. On a beaucoup de vols de petites annexes, des petites embarcations qui permettent de relier la terre entre le voilier, souvent. Ça, on en a régulièrement sur l'île, mais après, les vols de bateaux directement, comme ça, c'est pas régulier. Sur le chemin, Julien reste vigilant. Près des côtes, la réglementation maritime n'est pas toujours respectée. On a un bateau qui navigue assez rapidement, et là, on veut essayer de s'assurer s'il est dans la bande des 300 mètres ou s'il est au dehors. Parce que dans la bande des 300 mètres, la vitesse est limitée à 5 nœuds. Alors, on va regarder, on va se rapprocher de lui et on va regarder par rapport à notre cartographie. Pas d'infraction pour ce navire. Mais dans cette zone, Julien sait que la vitesse peut être meurtrière. C'est un endroit où il y a énormément de chasseurs qui viennent, chasseurs sous-marins. Et il y a un petit peu plus d'1 an, il y a un chasseur qui a eu un accident, qui s'est fait percuter par un bateau à la remontée. Et il en est mort. Donc c'est vrai que par rapport à la distance, on essaye d'être très vigilant là-dessus. C'est maintenant l'arrivée à Trois-Îlets. C'est ici que le bateau volé aurait été repéré. On sait simplement qu'il s'agit d'un voilier monocoque blanc. Voilà, on n'a pas énormément d'informations dessus. On essaye de faire le tour un petit peu de tous et de voir lequel pourrait se rapprocher le plus de celui qui est recherché. À moins qu'on arrive à trouver directement la devise. Donc la devise, c'est le nom du bateau ou l'immatriculation de celui-ci, quoi. Le voilier là-bas, là. Celui qui est à droite du catamaran. C'est peut-être pas totalement impossible. Il pourrait peut-être ressembler, peut-être même le nom pourrait correspondre à celui qu'on recherche. Maintenant, voilà, on va essayer de se rapprocher discrètement pour pas que le bateau puisse être enlevé s'il s'agit bien de celui-ci. La brigade nautique n'est pas missionnée pour intervenir, mais juste pour donner le signalement du bateau. Si jamais le voleur repérait les gendarmes, il pourrait prendre la fuite dans la nuit, et là, ça deviendrait impossible de le retrouver. Il ne faut donc surtout pas éveiller les soupçons. Ouais, c'est bien ça. Ouais, ça pourrait correspondre. Maintenant, on va confirmer avec des photos et puis avec la brigade qui est en charge de l'enquête. Le nom correspondrait effectivement à celui qui est recherché. Après, on va pas trop rester, les gars. Parce que... Hop, je vais juste prendre les coordonnées GPS. On va pas rester, vas-y, on va y aller. On va bouger. Après un tour de la baie, comme si de rien n'était, la brigade nautique informe l'enquêtrice chargée du dossier. On a repéré un voilier blanc, monocoque, qui pourrait correspondre à celui que tu cherches. Voilà, c'est ça. Je t'envoie les photos tout à l'heure, quand on rentre. Avec les coordonnées avec les coordonnées GPS, l'endroit, j'ai pris sur notre cartographie une photo également de l'endroit où il se trouvait.
Visiblement, il s'agirait bien du bateau volé. L'affaire est maintenant entre les mains du gendarme chargé de l'enquête. Pour Julien, il est temps de retourner à la base. Sur le chemin, son équipe effectue une dernière patrouille dans une des anses les plus belles de l'île. Là, on arrive sur l'anse noire. Personnellement, c'est vrai que ça fait partie des anses que j'apprécie beaucoup sur cette île. Un petit coin sauvage avec le petit ponton comme ça, c'est vraiment joli, quoi. C'est ma première affectation outre-mer et c'est vraiment une belle affectation. Le travail est intéressant, la vie est agréable. On a du mal à se lasser de cette île, c'est quand même magnifique, quoi. Madame est enseignante, elle est ravie également de se trouver sur cette île. Et pour l'instant, pas d'enfant. Mais bon, ça ne saurait tarder. Prévu pour dans un mois, donc ça arrive. On va avoir un petit Martiniquais. Chacun de ces hommes et de ces femmes a son histoire. Particulièrement en Outre-mer, où les destins se croisent et ne se ressemblent jamais. Une diversité dans la composition des équipes de secours à la population qui est avant tout une richesse pour tout le monde.